Cet entretien a été enregistré avant que Luca Di Montezemolo annonce son départ de la présidence de Ferrari. Nous reviendrons donc avec Jean-Louis Moncey sur l'avenir de la Scuderia dès notre prochain entretien consacré au Grand Prix de Singapour. Je vous laisse tout de suite en notre compagnie pour suivre cet après-Grand Prix d'Italie. Jean-Louis, Lewis Hamilton s'impose de belle manière au Grand Prix d'Italie à Monza, comme en 2012 un petit peu. Alors désormais, il y a moins d'une victoire qui le sépare de Nico Rosberg, qui est actuellement le leader du championnat. C'est désormais œil pour œil, dent pour la fin de la saison? Alors déjà, je ferai une petite réflexion, Géraldine. Moi, je préfère de loin la victoire de 2012 de Lewis Hamilton, que je mets parmi, allez, je vais dire, non pas 3, mais les 5 plus belles victoires de sa carrière. En 2012, il avait fait un boulot exceptionnel. Il a été pas mal du tout à ce Grand Prix d'Italie en 2014. Il se rapproche à 22 points de Nico Rosberg. Ça nous mène, si Rosberg reste toujours deuxième, et si Hamilton continue de gagner, ça nous mène quand même jusqu'au Grand Prix de Russie. Et là, et bien sûr, on sera à équivalence. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, il est clair qu'encore moins qu'avant, ni l'un ni l'autre ne peut risquer un chaos, une fois de plus, hein, ou un accident, ou une rupture mécanique. Et donc, effectivement, ce sera œil pour œil et dent pour dent. Mais je crois quand même que sur le plan psychologique, la paix a été retrouvée au sein de l'équipe Mercedes. Petite question, Jean-Louis, est-ce que Nico Rosberg n'a-t-il pas trop de pression sur ses épaules? Et est-ce que les erreurs qu'il a commises, qui sont assez quand même importantes sur ce Grand Prix, n'étaient pas préméditées un peu? Alors ça, c'est la question que tout le monde va se poser et on aura peut-être des réponses à Singapour au moment du Grand Prix. Moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'il n'y avait pas dans la télémétrie de Nico Rosberg quelque chose qui montre que le freinage marchait moins bien, ou qu'il avait freiné trop tard, ou qu'il était arrivé en surpuissance. Et ça, c'est les informations qui arrivent du centre de l'équipe. Le reste, c'est comme pour l'histoire de Monaco. Est-ce que Nico Rosberg avait fait exprès de tirer tout droit pendant les qualifs? Lui seul le sait. Et là, est-ce qu'il a prémédité ces deux chicanes manquées? Lui seul le sait également. Moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est le sourire de Rosberg à l'arrivée du Grand Prix. Et je me dis que je connais bien la F1 pour l'avoir suivi depuis je ne sais pas combien de temps. Je n'ai jamais vu un pilote heureux après avoir fait une double bêtise, alors qu'on est en tête du Grand Prix. Alors bien sûr qu'on peut dire « Ah oui, mais c'est l'optique du championnat du monde ». Non, mais gagner les Grands Prix, c'est gagner les Grands Prix. Et là, j'ai vu un Nico Rosberg heureux, je crois, d'avoir payé sa dette. Allez savoir. Donc c'est très compliqué comme histoire. Alors bien sûr qu'il y a toujours les théoriciens du complot. Moi, je n'en fais pas partie. Mais bon, quand même, il y a de quoi être intrigué. Le troisième homme sur le podium, c'est Felipe Massa qui renoue donc avec le haut du classement. Jean-Louis, est-ce que c'est pas un peu un merci à son équipe alors qu'il vient tout juste de re-signer pour une année supplémentaire avec Williams? On peut dire ça, mais je crois surtout que Felipe Massa, il a utilisé toutes les qualités de sa Williams Mercedes, car lui aussi, il a un moteur Mercedes, ne l'oublions pas. Il n'a pas eu trop de problèmes avec son équipier qui est remuant, qui est Valtteri Bottas. Bon, Valtteri Bottas, il a eu des problèmes au départ, tandis que Massa n'en a pas eu, il s'est très bien débrouillé. Alors d'abord, je suis content parce qu'il a montré qu'il était toujours le Massa courageux qu'on connaît. Il l'a dit lui-même, hein, on l'a toujours imposé un rôle de deuxième pilote alors qu'il ne voulait pas être deuxième pilote. Il a montré qu'il pouvait faire quelque chose quand même. Renouer en plus au Grand Prix d'Italie, donc il était extrêmement heureux et je pense que c'est une belle récompense pour lui. Il faut maintenant qu'il continue à faire la même chose à Singapour, qui est l'inverse de Monza, pour essayer au moins de rattraper Valtteri Bottas. Et donc, je crois que c'était bien pour l'équipe Williams en général. Alonso, qui abandonne devant son public, devant les tifosi. Alors ça, c'est un peu le coup de massue. Est-ce que ça peut remettre un peu l'avenir d'Alonso au sein de la Scuderia en jeu? Eh bien, je crois que d'une façon décalée, ça peut remettre son avenir en jeu. Parce que je pense que si, comme je crois ce qui va arriver, c'est-à-dire que toute l'équipe de Luca Di Montezemolo va être mise à l'écart par le grand patron qui est Sergio Marchionne, qui est le grand patron du groupe Fiat Chrysler, hein, c'est pas n'importe quoi. Je pense que ça sera la condition sine qua non pour garder Alonso au sein de la Scuderia. Alors que va faire Sergio Marchionne? C'est simple, il veut que pour entrer en bourse avec le groupe Fiat Chrysler, il faut Ferrari. Je crois qu'il faut pour cela que Ferrari gagne. Et je me souviens quand j'étais très jeune, que l'avocato Agnelli, Gianni Agnelli, le patron et propriétaire de Fiat, disait « Quand Ferrari gagne, on vend plus de Fiat, on vend plus de machines à écrire Olivetti, etc. » C'était à son époque. Hein. Et je crois que c'est vrai, Marchionne l'a bien compris. Et je pense qu'il l'a dit lui-même,
même si Luca Di Montezemolo est un ami, personne n'est irremplaçable. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être que Luca va nous quitter, un de ces 4 matins, pour laisser la place à quelqu'un d'autre, et à une refonte complète à la fois des automobiles Ferrari et de la Scuderia Ferrari. Et c'est peut-être ce qui va faire que Alonso va rester. L'autre événement marquant de ce Grand Prix d'Italie, c'est Ricciardo qui double encore Sébastien Vettel. Alors est-ce que le quadruple champion allemand a complètement lâché prise, rendu les armes ? Vous avez peut-être raison sur un volet de l'affaire. Je pense qu'il a lâché prise, moi. Je pense qu'il ne se fait plus d'illusions, à la fois sur son équipe, à la fois sur Daniel Ricciardo, qui est extrêmement fort, il faut quand même le dire. Vous voyez les dépassements de Ricciardo, vous tombez à la renverse. Et je vais même aller plus loin. Je pense que Sébastien Vettel va nous annoncer un de ces 4 matins qu'il arrête. Je ne vois pas comment il peut continuer, lui, 4 fois champion du monde, à se faire rouler sur la figure par son équipier, qui vient de nulle part. Et donc, là, il y a un hiatus quelque part que je ne comprends pas bien. Alors peut-être qu'il va changer d'équipe, mais, je le répète, avec une valeur marchande beaucoup moins forte. Ou bien, je me demande s'il ne va pas tout simplement arrêter. Alors, arrêter définitivement, peut-être pas, prendre une année sabbatique, comme l'ont fait avant lui Niki Lauda ou Alain Prost, pourquoi pas. Mais je ne vois pas comment il va pouvoir continuer, à ce stade de la saison, à être comme ça. On va voir, les 6 derniers Grands Prix seront significatifs là-dessus. Mais pour l'instant, moi, je me fais beaucoup de soucis pour Sébastien Vettel.